Nous, les parlementaires, ne pouvons pas travailler sur les textes, ne pouvons pas modifier les textes, ne pouvons pas apporter quelque chose dans les textes. La machine ne fonctionne plus. Nous ne sommes là plus que pour un décorum, pour un jeu de rôle. Celle qui tient ces propos s'appelle Annie Chapelier. Elle est alors députée de la majorité et après 5 années passées à l'Assemblée, elle considère que les parlementaires n'ont pratiquement aucun pouvoir et que ce sont les ministres qui décident du contenu des lois. Alors même que ce sont justement les députés et les sénateurs qui constituent en France le pouvoir législatif, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont chargés de légiférer, d'écrire la loi. D'ailleurs, c'est bien le Parlement qui a adopté la réforme des retraites, le mariage pour tous, ou encore la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors comment expliquer le discours d'Annie Chapelier ? Le Parlement ne serait qu'un théâtre incapable de remplir son rôle et qui se limiterait en fait à adopter tous les projets du gouvernement sans les modifier ? Les Français ont l'air d'être plutôt d'accord avec elle. 40% considèrent que l'Assemblée nationale est inutile. Et d'ailleurs, le taux de participation aux élections législatives ne cesse de diminuer. En 2022, moins de la moitié des électeurs sont allés voter. Et les experts des institutions sont eux aussi très sévères avec le Parlement français. L'idée qu'il est trop faible est une idée récurrente de notre débat politique. Par exemple, lorsqu'il était président de la République, Nicolas Sarkozy a fait adopter une réforme constitutionnelle pour justement renforcer le rôle du Parlement. Et de l'autre côté du spectre politique, Jean-Luc Mélenchon défend depuis longtemps un projet de 6e République qui donnerait plus de pouvoir aux parlementaires. Alors d'où vient cette idée que tout le monde semble partager que le Parlement français a peu de pouvoir ? Du général de Gaulle. Lorsqu'il met en place la 5e République, c'est-à-dire les institutions qui sont encore les nôtres aujourd'hui, il voulait justement un pouvoir exécutif fort, c'est-à-dire un président de la République et un gouvernement fort, à côté d'un Parlement très affaibli par rapport à ce qui existait avant. Qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Et pour s'assurer justement qu'il ne sorte pas de son rôle, notre Constitution donne plusieurs outils au gouvernement pour rendre le Parlement plus obéissant, comme par exemple le célèbre article 49.3 qui permet d'adopter un texte sans vote. C'est ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé. La conséquence de cet affaiblissement du Parlement, c'est que depuis les années 50, on reproche aux députés de la majorité d'être totalement soumis au gouvernement, d'adopter automatiquement les textes présentés par les ministres sans oser les modifier, ce qui ferait du Parlement français une simple chambre d'enregistrement plutôt qu'un lieu de décision. L'idée que ce sont les ministres qui font la loi plutôt que les parlementaires n'est donc pas nouvelle. Et dans cette vidéo, nous allons voir si elle est justifiée, en allant regarder comment sont fabriquées les lois, c'est-à-dire quel est le rôle précis du président de la République, des ministres, des députés et des sénateurs. Mais au-delà du droit, nous irons aussi regarder comment fonctionne la procédure législative concrètement, et si l'absence de majorité à l'Assemblée nationale depuis 2022 change les choses, ce qui nous permettra de comprendre qui fait véritablement la loi. Pour répondre à toutes ces questions, nous allons d'abord regarder comment sont adoptées les lois en théorie, c'est-à-dire comment fonctionne la procédure législative. Il y a 4 étapes que nous allons passer en revue. L'initiative législative, l'inscription à l'ordre du jour du Parlement, la discussion parlementaire et enfin la promulgation de la loi. Première étape donc, l'initiative législative. Le droit de proposer de nouvelles lois appartient au Premier ministre, on parle alors de projet de loi, et aux parlementaires, on parle alors de proposition de loi. Un projet de loi est écrit par un ou plusieurs ministres et c'est le Premier ministre qui tranche en cas de désaccord. Le but du projet peut être par exemple de mettre en œuvre le programme sur lequel le président de la République a été élu. Le gouvernement peut consulter certaines institutions, les syndicats ou encore des ONG pour enrichir son texte. Cet avant-projet de loi est ensuite transmis au Conseil d'État qui rend un avis juridique sur son contenu pour vérifier notamment si le texte est compatible avec la Constitution et avec le droit européen. Ensuite, le Conseil des ministres se réunit à l'Élysée. Le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble des ministres examinent le texte et l'adoptent. Il devient alors formellement un projet de loi et il est présenté à la presse. Le projet de loi est déposé devant l'une des 2 chambres que le gouvernement choisit librement, sauf dans certains cas spécifiques. Dans la pratique, les projets les plus importants sont généralement déposés en premier devant l'Assemblée nationale.
Les propositions de loi sont préparées par un ou plusieurs députés ou bien par un ou plusieurs sénateurs dans leur assemblée respective. Les parlementaires peuvent également consulter les syndicats, des associations ou encore des experts pour recueillir leur avis. En revanche, ils ne sont pas obligés de soumettre leur texte au Conseil d'État, même s'ils en ont la possibilité. Une fois la proposition rédigée, elle est déposée devant l'Assemblée à laquelle appartiennent ceux qui l'ont écrite. L'Assemblée nationale pour les députés, le Sénat pour les sénateurs. Chaque année, près d'une centaine de projets de loi sont déposés au Parlement, auxquels s'ajoutent plus de 600 propositions de loi. Alors évidemment, le Parlement n'a pas le temps d'examiner tous ces textes. Il existe donc des règles pour qu'un texte soit inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée et qu'il soit effectivement examiné. C'est la deuxième étape. L'ordre du jour est divisé en semaines. Certaines sont réservées au contrôle, les autres sont consacrées à l'examen des textes. Et c'est principalement le gouvernement qui décide de cet ordre du jour. Il choisit le contenu des 2/3 des séances législatives et même de la totalité des sessions extraordinaires. 1/3 du temps législatif est réservé à chaque assemblée pour les textes qu'elle souhaite examiner. Le gouvernement peut aussi inscrire certains textes particulièrement importants quand il le souhaite. Enfin, une journée par mois est consacrée à un ordre du jour décidé par l'opposition. Au final, le gouvernement décide du contenu de plus de 80% du temps de travail législatif du Parlement. On en arrive à la troisième étape, l'examen du texte par une chambre, d'abord en commission, puis en séance plénière. Chaque chambre compte en son sein jusqu'à 8 commissions qui regroupent des parlementaires spécialisés sur certains sujets. Par exemple, la commission des finances, la commission du développement durable ou encore la commission des affaires étrangères. Chaque député ou sénateur est membre de l'une de ces commissions et la composition politique de chaque commission reflète la composition politique de l'Assemblée entière. Chaque projet ou proposition de loi déposée devant une assemblée est renvoyé à la commission compétente en fonction de son sujet. La commission désigne parmi ses membres un rapporteur, c'est-à-dire un parlementaire qui sera responsable de travailler spécifiquement sur ce texte, de l'étudier, d'analyser ses effets et de proposer des modifications. Il organise des auditions pour entendre des experts et rédige un rapport, d'où le terme de rapporteur. Son rapport présente son analyse du texte, indépendante de celle du gouvernement. Ses travaux sont publics et on peut aller les consulter sur le site internet de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Le rapporteur et les autres membres de la commission proposent des modifications au projet de loi que l'on appelle des amendements. La commission vote sur chaque amendement et l'adopte ou le rejette. Il en résulte un nouveau texte qui sera discuté en séance plénière. On passe donc ensuite à l'examen en séance plénière, c'est-à-dire à l'examen par l'ensemble des députés ou des sénateurs dans l'hémicycle. En amont de la séance, tous les parlementaires de la chambre concernée ou le gouvernement peuvent proposer des amendements au texte de la commission. La commission se réunit et adopte un avis sur chaque amendement déposé. La séance plénière peut ensuite commencer. Sur chaque article, la Chambre examine les amendements qui ont été déposés. L'auteur de l'amendement le présente, puis le rapporteur, le gouvernement et les autres parlementaires qui le souhaitent donnent leur avis. Ensuite, la Chambre vote et l'amendement est adopté ou rejeté, et ainsi de suite, amendement après amendement, article après article. On aboutit ainsi à un texte modifié ou pas si aucun amendement n'a été adopté. Le texte adopté par la première assemblée est transmis à l'autre assemblée pour qu'elle l'examine à son tour en première lecture, selon les mêmes modalités. Nomination d'un rapporteur, examen en commission, puis examen en séance plénière. Si la deuxième assemblée saisie adopte le texte sans modification, il est considéré comme définitivement adopté par le Parlement. En revanche, si elle le modifie, il est à nouveau transmis à l'autre assemblée et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux assemblées se mettent d'accord sur un texte identique. Pour faciliter l'obtention d'un accord, le gouvernement peut convoquer une commission mixte paritaire qui réunit 7 députés et 7 sénateurs. Cette commission essaye de parvenir à un texte commun. Si elle y parvient, le texte de compromis est soumis à l'approbation des deux chambres et si elle l'adopte, il devient définitif. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à un accord ou si une des deux chambres n'adopte pas le texte de compromis, le gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Chaque chambre procède alors à une nouvelle lecture du texte, puis enfin, l'Assemblée nationale l'examine en lecture définitive. Le texte est maintenant définitivement adopté par le Parlement, mais il ne s'applique pas encore. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par certaines autorités ou un certain nombre de parlementaires pour examiner la conformité des articles de la loi votée avec la Constitution. Le cas échéant, il peut supprimer certaines dispositions, voire la totalité du texte. Le président de la République peut également demander une nouvelle délibération de la loi au Parlement, mais c'est extrêmement rare.
À l'issue de ces étapes, le texte adopté par le Parlement est promulgué par le président de la République. Il devient alors véritablement une loi, publiée au journal officiel, et il s'applique à tout le monde. On voit donc que le droit semble permettre un certain équilibre entre le gouvernement et les parlementaires dans la procédure législative. Les députés et les sénateurs votent la loi, décident d'une partie de l'ordre du jour et disposent d'un droit d'initiative et d'un droit d'amendement. De son côté, le gouvernement est quand même le maître des horloges, grâce notamment à sa maîtrise de l'ordre du jour des deux chambres. Mais ça, c'est la théorie, c'est-à-dire le droit. Voyons maintenant comment fonctionne la procédure législative en pratique. Et pour commencer, regardons qui est véritablement à l'origine des lois entre le gouvernement et les parlementaires. Depuis le début de la Ve République en 1958, les lois d'initiative parlementaire représentent seulement un quart des lois promulguées. En revanche, si l'on regarde une période plus récente, la part des lois d'origine parlementaire a fortement progressé. Depuis 2008, 40% des lois promulguées chaque année ont été proposées par des parlementaires. Mais si l'on tient compte de la longueur des lois adoptées, le Parlement ne représente plus que 10% du total des pages des lois promulguées. Alors, comment expliquer cette prépondérance du gouvernement ? Eh bien, principalement par la maîtrise de l'ordre du jour du Parlement. D'ailleurs, si la place des parlementaires a augmenté depuis 2008, c'est que la révision constitutionnelle leur a justement permis de décider d'une partie de l'ordre du jour des chambres. On l'a dit, le gouvernement est le maître des horloges. C'est lui qui dicte le tempo de la procédure législative. Il décide du contenu de 80% de l'agenda de chaque chambre et c'est donc principalement lui qui décide quel texte avance le long du parcours d'adoption et quel texte reste bloqué. D'autant plus que c'est principalement lui qui peut convoquer une commission mixte paritaire et qu'il est le seul à pouvoir donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Ces projets de loi avancent donc facilement. Du côté du Parlement, c'est plus difficile. Déjà, il ne dispose que de 20% du temps législatif. En plus, une partie de ce temps est occupée par l'examen de propositions de loi de l'opposition. Or, ces textes ont de fortes chances d'être immédiatement rejetés et ne deviendront donc jamais des lois. Enfin, chaque chambre a tendance à examiner ses propres propositions de loi sans examiner celles transmises par l'autre chambre, qui du coup sont enterrées sans perspective de devenir des lois. Une autre raison qui explique ce déséquilibre, c'est que le gouvernement bénéficie de moyens humains beaucoup plus importants que ceux des parlementaires. Les ministres peuvent s'appuyer sur leur cabinet et sur des administrations nombreuses, très nombreuses. Tandis qu'un député ou un sénateur qui prépare une proposition de loi dispose au mieux de quelques collaborateurs, soit 10 fois moins en moyenne que ses collègues députés allemands du Bundestag. Une proposition de loi est donc soumise à un véritable parcours du combattant. Il faut qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée, qu'elle soit adoptée, qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de la deuxième Assemblée, alors même que celle-ci préférera examiner ses propres textes, qu'elle soit adoptée par la deuxième Assemblée, qui n'a pas forcément la même majorité que la première, et enfin, que l'on parvienne à un accord entre les deux chambres sur un texte commun. Sans le soutien du gouvernement, réussir ce parcours est juridiquement possible, mais très difficile. D'ailleurs, il est très rare qu'un texte non soutenu par le gouvernement obtienne une majorité à l'Assemblée nationale, car les députés de la majorité s'y opposeront probablement pour ne pas déplaire à l'exécutif. Au final, le destin d'une proposition de loi est souvent de finir dans un tiroir. Chaque année, 600 propositions de loi sont déposées. Entre 50 et 60 sont examinées par au moins une chambre, et 20 propositions à peine sont définitivement adoptées. Alors, si le gouvernement domine d'un point de vue quantitatif, qu'en est-il du point de vue qualitatif ? Les lois d'initiative parlementaire portent souvent sur des enjeux plus limités que les projets de loi, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, la loi qui a créé en 1999 le Pacte civil de solidarité, le PACS, trouve son origine dans une proposition de loi du député Jean-Pierre Michel. Elle a été adoptée au terme d'1 an de débats parlementaires agités. Les propositions de loi peuvent donc aussi porter sur des sujets importants et sensibles. De la même façon, c'est une proposition de loi du député Didier Migaud qui est à l'origine de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, qui est en quelque sorte notre constitution financière. Les propositions de loi peuvent donc également concerner des sujets extrêmement techniques. Enfin, un dernier exemple, c'est par l'adoption d'une proposition de loi du Sénat en 2001 que la France a reconnu le génocide arménien de 1915, alors même que le gouvernement y était opposé car il craignait les répercussions de cette adoption sur les relations diplomatiques entre la France et la Turquie. Une proposition de loi peut donc aussi être adoptée contre l'avis du gouvernement.
Alors c'est vrai qu'on peut parfois avoir des doutes sur l'origine purement parlementaire de certaines propositions de loi, qui peuvent être ce qu'on appelle un sous-marin du gouvernement. Dans ce cas, le gouvernement prépare un projet, puis le fait porter par un parlementaire de sa majorité, ce qui évite de passer devant le Conseil d'État et en Conseil des ministres. Il est difficile d'identifier de façon certaine un sous-marin, mais il faut relativiser ce risque. Dans tous les cas, être l'auteur formel d'une proposition de loi permettra aux parlementaires d'avoir une plus grande influence sur le texte final. Et l'inverse est vrai aussi. Lorsqu'il prépare un projet de loi, le gouvernement consulte en amont les parlementaires de sa majorité, qui peuvent donc avoir une influence sur le projet de loi. On a donc vu que les lois étaient dans leur grande majorité d'origine gouvernementale. Mais proposer de nouvelles lois n'est pas la seule façon de fabriquer la loi. Les députés et sénateurs peuvent aussi adopter des amendements pour modifier les projets du gouvernement et ils utilisent ce droit massivement. Entre 2017 et 2022, les députés ont déposé plus de 200 000 amendements en séance, auxquels il faut ajouter environ 100 000 amendements en commission. 16 000 amendements en séance ont été adoptés, ainsi qu'un nombre équivalent d'amendements en commission. Du côté du Sénat, le nombre d'amendements déposés est beaucoup moins important, mais ce sont environ 20 000 amendements qui ont été adoptés, en séance ou en commission. Ainsi, en 5 ans, députés et sénateurs ont apporté 50 000 modifications au projet de texte qui leur était présenté. Tous les parlementaires ne contribuent cependant pas de la même façon, et c'est peut-être ce qui explique le discours d'Annie Chapelier. À l'Assemblée nationale, les amendements adoptés ont été déposés pour 10% par les rapporteurs des commissions, pour 50% par les députés du groupe majoritaire et pour 10% par l'ensemble de l'opposition. La situation est assez proche au Sénat, si ce n'est que les commissions représentent environ 30% des amendements adoptés. Pour véritablement avoir une influence sur le texte final, il vaut donc mieux appartenir à la majorité, ce qui est logique, mais il vaut mieux aussi occuper une position institutionnelle importante en tant que rapporteur ou président de la commission. Alors, au final, qui fait la loi ? Annie Chapelier a-t-elle raison de dire que le Parlement français n'est qu'une simple chambre d'enregistrement des projets du gouvernement ? Avec plusieurs milliers d'amendements adoptés chaque année, il me semble qu'on peut reconnaître au Parlement une coparentalité de la loi. Même si en pratique le gouvernement maîtrise très largement le processus et que les parlementaires ont perdu en grande partie leur rôle d'impulsion, c'est bien au Parlement et avec les parlementaires qu'est fabriquée la loi. Au-delà de la quantité, il faudrait pouvoir analyser si les amendements des parlementaires modifient de façon substantielle les textes. Mais il est pratiquement impossible de faire une telle analyse de façon objective. Sans doute que beaucoup d'amendements adoptés portent sur des points mineurs, mais d'autres ont une portée significative. On peut donc retenir que les parlementaires jouent un rôle important dans la fabrication de la loi, même si ce rôle se concentre sur certains d'entre eux. Est-ce que ce rôle pourrait être plus important ? Sans doute. Il pourrait déjà être plus visible. Les médias pourraient mieux rendre compte du travail parlementaire, ce qui permettrait aussi de revaloriser l'image des députés et des sénateurs auprès des Français, et donc de revaloriser les élections législatives. Mais c'est vrai qu'il est plus simple pour les journalistes de rendre compte de l'action d'un ministre plutôt que de l'action de plus de 900 parlementaires. Sur le fond, les parlementaires de la majorité pourraient davantage utiliser les pouvoirs dont ils disposent, s'ils avaient moins peur de déplaire au gouvernement. Mais notre système politique fait que leur élection et leur réélection dépendent avant tout du président de la République et de l'action du gouvernement. Ils sont donc peu incités à se montrer indépendants. Cependant, depuis 2022, nous sommes dans une situation politique particulière, puisque le gouvernement ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale. Certains se demandent si cette situation pourrait permettre de revaloriser le rôle des parlementaires. C'est ce que nous allons voir maintenant. En effet, depuis les élections législatives de juin 2022, nous sommes dans une situation inédite depuis plus de 30 ans. Le gouvernement n'est soutenu que par 250 députés, alors qu'il faut 289 sièges sur 577 pour atteindre la majorité. En d'autres termes, le gouvernement et le président de la République ont besoin du soutien d'une quarantaine de députés de l'opposition pour faire adopter un texte. Et jusqu'à présent, ce soutien est principalement venu du groupe Les Républicains, qui compte 62 sièges. Cette majorité relative modifie le rapport de force entre le gouvernement et le Parlement, mais peut-on pour autant parler d'une revalorisation du Parlement ? Depuis ces élections, on observe effectivement que les médias portent une attention beaucoup plus grande aux travaux du Parlement, ce qui est déjà un résultat en soi, même si cette attention se concentre parfois sur les blocages et la guérilla parlementaire. On constate également que le gouvernement prend davantage la peine de consulter les parlementaires en amont de la rédaction des projets de loi et tout au long du processus législatif. Le Parlement est donc remis au centre du jeu, à la fois politiquement et médiatiquement.
et il a pu profiter de cette situation pour imprimer sa marque. Par exemple, le projet de loi de réforme des retraites a été modifié de façon très importante par le Sénat, où les Républicains détiennent la majorité avec les centristes. Cette revalorisation du Parlement semble cependant fragile. Tout d'abord, elle est liée à une situation politique particulière. Ce sont principalement les députés et les sénateurs du groupe Les Républicains qui en bénéficient, et notamment parce qu'ils refusent d'entrer au gouvernement dans le cadre d'une coalition. S'il y avait des ministres Les Républicains, il est probable que ces parlementaires auraient moins d'autonomie par rapport au gouvernement. De leur côté, les parlementaires de gauche ou du Rassemblement national ne bénéficient pas de cette revalorisation, même s'ils ont certainement gagné en visibilité. Peut-être que sur certains sujets, le gouvernement recherchera le soutien de la gauche plutôt que des Républicains. Mais pour l'instant, cette éventualité ne s'est pas véritablement concrétisée. Par ailleurs, l'Assemblée nationale issue des élections de 2022 est loin de fonctionner comme une assemblée d'un système véritablement parlementaire, car elle demeure incapable de parvenir à des compromis entre groupes politiques et de former des coalitions. L'élection présidentielle de 2027 ou la perspective d'élections législatives anticipées sont dans toutes les têtes et déterminent les stratégies, y compris parlementaires. Accepter un compromis aujourd'hui pourrait être vu demain par les électeurs comme une compromission. Enfin, un Parlement puissant n'est pas un Parlement qui bloque ou qui retarde, mais un Parlement qui décide. Et les blocages que l'on observe depuis les élections de 2022 vont pousser le gouvernement à utiliser de plus en plus souvent certaines armes de la procédure, et notamment l'article 49.3 de la Constitution, ce qui ne va naturellement pas dans le sens d'une revalorisation du Parlement. Mais justement, cet article 49.3 sera le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les sites internet de l'Assemblée nationale et du Sénat qui comportent énormément d'informations et bien sûr, lire le livre d'Annie Chapelier pour comprendre son point de vue. À bientôt.